Euh, on est arrivé à la quatrième session et nous sommes enchantés de présenter cette contribution au forum du haut niveau politique, que c'est une réunion annuelle pour voir les progrès vers l'obtention des objectifs du développement durable. Et ce forum est une plateforme pour que le gouvernement puisse faire un rapport sur le progrès et en même temps, c'est une opportunité pour la société civile de faire connaître les expériences, la sagesse, la voix de notre communauté globale. En tant que coalition ancrée dans la doctrine sociale catholique et les réalités vécues par les personnes que nous servons, nous, nous faisons partie de ces dialogues, nous voulons partager nos perspectives et faire notre contribution pour l'avancement des objectifs. Tout au long de cette semaine, chaque session du laboratoire explore l'un des objectifs du développement durable. Aujourd'hui, nous voulons étudier l'objectif 11 des villes et communautés durables, rendre les villes inclusives, sûres, résilientes et durables. Et nous avons l'honneur aujourd'hui d'avoir de sœurs, frères, prêtres, partenaires du ministère. Ensemble, ils apportent une expérience directe de communautés qui s'efforcent de rendre les villes et quartiers plus inclusifs, sûrs, résilients et durables, ainsi que des lieux où subsistent des défis. Leurs analyses nous rappellent que la réalisation de l'objectif 11 ne concerne seulement l'urbanisme, les infrastructures, mais aussi le respect de la dignité de chaque personne. À travers leur témoignage, nous voyons comment les communautés de la foi peuvent contribuer à construire des lieux où toutes les personnes peuvent s'épanouir dans la justice. Nous avons le père Anthony Prakash de Canada, le frère Joël du Brésil, un missionnaire chrétien, et sœur Rosemary du Zimbabwe, religieuse Sacré-Cœur de Marie. Et donc, nous continuons notre engagement pour faire avancer les objectifs du développement durable. Donc, je vais donner la parole au Père Prakash, qui est un frère dominicain et travaille avec le Cercle de Loreto au Canada. Merci beaucoup, Teresa et Cathy, et bonjour à tous. Et je suis content d'avoir cette opportunité de partager avec vous cette présentation sur l'objectif 11 des euh, villes euh, durables. Et nous prenons une étude d'un cas à Toronto. Je vais essayer de connecter les réalités locales et tout le travail que nous faisons dans les centres Mary Ward et le mettre en relation avec les objectifs. Cette présentation veut montrer comme cet objectif peut être mis en pratique dans des villes comme Toronto pour avoir une justice concernant le logement. Comme vous savez, l'objectif 11 fait partie des 17 objectifs de développement durable adoptés par les États membres de l'ONU en 2015.
et son objectif général est de garantir que les villes soient inclusives, sûres, résilientes et durables. Et l'un des éléments les plus importants est, c'est qu'il veut engager le gouvernement à garantir à tous, d'ici 2030, l'accès à un logement adéquat, sûr et abordable. Et le Canada a traduit cet objectif en, comme une cible nationale et notamment s'engageant à réduire au moins la moitié du nombre de sans-abri. Lorsque nous observons ce qui se passe dans la rue de Toronto, nous pouvons nous demander dans quelle mesure nous sommes en train de respecter ces engagements. Au Canada, il y a une crise nationale. Le Canada est un pays prospère et socialement responsable, mais la réalité de l'itinérance raconte une toute autre histoire. Chaque nuit, en 2024, près de 60 000 personnes à travers le Canada s'est retrouvées sans domicile. Et ce chiffre a presque doublé en 6 ans. Et on peut voir ici la quantité de personnes qui vivent euh, dans la rue ou dans des camps et la proportion de personnes qui vivent dans des conditions semblables dans les bidonvilles est passée de 0,2% à 1,1% de la population entre 2000 et 2022. Et donc ces tendances témoignent à la fois d'une crise de logement à long terme, d'une situation d'urgence immédiate en matière d'hébergement. Donc la réalité de Toronto, quand nous regardons la réalité de Toronto, et il y a des campements et des centres d'hébergement qui sont surchargés. Et selon les rapports, le système d'hébergement de la ville fonctionne à pleine capacité et nous savons qu'il y a des personnes qui doivent rester en dehors de ces centres. Et, et ces campements se sont multipliés dans les parcs et autres espaces. Et la vie dans ces campements est dangereuse. Les personnes y sont confrontées à des conditions météorologiques extrêmes et, et se sentent plus en sécurité ou plus autonomes que dans des centres d'hébergement. Donc, il est important de souligner que le campement sont le symptôme, mais pas la cause du problème. Et pourquoi on parle de la justice du logement? Le logement est de plus en plus reconnu non seulement comme un bien social, mais aussi comme un droit humain. Les, au- le Canada affirme le droit d'un logement convenable. En 2019, le Canada a adopté la loi sur la stratégie nationale du logement qui reconnaît explicitement le logement comme un droit humain fondamental. Ces engagements sont liés aux protections prévues par la charte, telles que le droit à la vie, à la liberté, à la sécurité, et en vertu de l'article 7. Et quand on regarde tout cela, il ne s'agit plus uniquement de charité, mais d'obligations légales et de responsabilités. Une décision historique, la protection des résidents des campements. Une décision récente de la Cour supérieure de l'Ontario a marqué un tournant dans les traitements juridiques des camps. Dans l'affaire de la région de Waterloo, la Cour a estimé que la municipalité ne pouvait
expulser les résidents d'un camp à moins de leur proposer des solutions. Et le juge Gibson a estimé que le règlement municipal autorisant les expulsions forcées sans solution était contraire aux droits garantis par la charte. Il est important que cette décision reconnaît que l'itinérance est comparable à d'autres caractéristiques et les municipalités doivent tenir compte de tout cela. Maintenant, la réponse des communautés religieuses et locales. Les organismes confessionnels, comme les Sœurs de Loreto ou autres, travaillent par le biais de la campagne Crise dans notre ville et pour donner un accès et organiser des événements et des actions. Ils envisagent le logement non seulement comme un enjeu politique, mais aussi comme une préoccupation morale et spirituelle qui touche le cœur de la dignité humaine. Donc ce travail s'effectue en partenariat avec d'autres communautés religieuses et des groupes de base. Et ce type d'organisation contribue à forger la volonté publique nécessaire pour amener les gouvernements à passer de la prise de conscience à l'action. Tout le monde devrait avoir un endroit sûr où dormir. Ces photos montrent les mouvements pour la justice en matière de logement en action dans la rue de Toronto. Et les messages inscrits dans les pancartes, les logements créent une communauté, des logements, pas des prisons, tout le monde compte, tout le monde devrait avoir un endroit pour dormir. Tout cela nous rappelle que la question n'est pas abstraite. Il s'agit de personnes bien réelles qui réclament un minimum de dignité et de sécurité, de manifestations publiques comme celles-ci qui font pression sur qui prennent des décisions et qui ont la responsabilité. Vous voyez, il y a un centre ici pour des gens pendant l'hiver, mais ces espaces ont été fermés à cause de la Coupe du Monde. Donc, les villes comme Toronto ont, ont mis en place des mesures d'urgence pendant l'hiver. Et ces espaces peuvent sauver des vies en prévenant les décès par hypothermie. Cependant, ils ne constituent pas une solution. Ils sont temporaires, souvent surpeuplés et ne peuvent offrir la stabilité, l'intimité, le soutien d'un logement permanent. Donc, le progrès à longtemps dépend des programmes de logement à des prix abordables et accompagnés. Et investir dans des initiatives de logement et menées par les communautés autochtones. Donc, sans tout cela, les interventions d'urgence ne feront que maintenir les personnes dans un cycle de crise. Donc, comme je disais, à cause de la Coupe du Monde, ces centres ont été fermés et les gens ont dû rester dans la rue. Il y a, ici, il y a des photos de la campagne. Nous avons demandé des signatures. Je vais vous montrer une vidéo qui est très brève, qui montre
comment ces travail entre communautés religieuses fonctionnent. Nous travaillons dans des groupes et pour à cause de la Coupe du Monde, ces gens ne pourront rester dans les centres. Et je pense que tous ces gens qui doivent quitter ces centres à cause de la Coupe du Monde devraient pouvoir rester. Et la plupart du temps, nous travaillons ensemble avec d'autres organisations. Ces groupes, c'était des groupes qui travaillent dans notre ville pour les gens qui sont sans toit et que, à cause de la Coupe du Monde, sont restés dans la rue. Donc, nous avons préparé quelques recommandations sur l'objectif numéro 11. C'est que le logement soit abordable et nous devons construire des, des petites maisons pour ces gens. Et cet objectif nous demande d'avoir un logement inclusif et sûr et que ces centres continuent à fonctionner. Ils doivent être résilients et durables et n'est pas temporaire. Donc, passer de l'action locale à une action globale. Et pour moi, Toronto, et nous essayons de faire réalité cet objectif 11 si nous voulons un changement. Et je voulais vous montrer aussi une autre vidéo qui s'explique toute seule. Et l'appel à l'action est, et je voudrais synthétiser ce que je viens de dire. Tout d'abord, le gouvernement à tous les niveaux doivent considérer le droit au logement comme un droit humain. Deuxièmement, les camps, les campements ne peuvent pas continuer comme si c'était une alternative, un choix, une alternative à un logement réel. Troisièmement, il doit y avoir un investissement pour avoir des maisons abordables. Ensuite, la réalité de notre ville nous a montré qu'on peut travailler ensemble pour avoir un changement. Et finalement, tout cela fait partie de l'engagement du Canada à l'objectif numéro 11
justement, qui nous parle des une ville et des logements abordables pour tous. Finalement, je vais vous montrer une autre vidéo qui capte les sentiments que nous avons dans nos campagnes. Justice makes a strong city. We need a strong city. We need a big city where no one is left outside. This justice makes a strong city. We need a strong city. We need a safe city. C'est une chanson qu'ils font pendant les campagnes. Le mensonge, nous avons besoin d'une ville forte, d'une ville sûre, où personne n'est laissé de côté, où la justice fait la ville forte. Donc, si vous êtes intéressé à connaître un peu plus, il y a ces documents produits par notre groupe qui se trouve dans notre site web. Merci beaucoup et continuez à appuyer notre travail. Et cette image de Jésus est une chose qui nous rappelle de toutes ces personnes qui doivent dormir dans la rue. Merci beaucoup. Bon, tu peux voir comment ta présentation a été appréciée et aussi j'encourage aux participants à partager leur point de vue dans le chat. Quand tu as commencé, vraiment, c'était en connexion avec l'objectif 6 et 9. L'idée est que parfois, on a une tendance à penser qu'il y a des pays développés ou en voie de développement, mais et que les objectifs sont seulement pour les pays en voie de développement, mais tout cela nous montre que tous ces objectifs sont valables pour tous les pays. Et cela nous a beaucoup touché dans tes vidéos. Et en nous montrant comment ces lieux étaient tellement différents, et c'est une responsabilité que nous avons tous. Et, et comment c'était très très touchant, comme vous le faites aussi avec la musique. Je me suis senti encouragé aussi de voir que le gouvernement du Canada a une législation et des lois qui reconnaissent le logement comme un droit humain. Mais il y a une partie très importante pour nous ici à Gécor qu'il n'y a pas des décisions sans notre participation.
Donc, la première réaction, au Canada, c'est d'offrir des centres. Mais cela n'est pas une solution à long terme. Et c'est pourquoi il est tellement important de penser ensemble à des solutions qui puissent être durables à long terme. Donc, j'apprécie beaucoup comment tu nous as présenté tout cela et nous rappelant que nous pouvons tous chercher des solutions. Et c'est pas seulement la question de reconnaître le problème, mais et en travaillant pour un changement systémique, que ce soit avec de rallyes, comme l'as montré, ou démonstrations. Merci beaucoup pour nous éclairer avec ton expérience aujourd'hui. Et le suivant, c'est Joël, un missionnaire clarétien du Brésil. Es-tu avec nous? Non, il y a une vidéo. Merci. Donc, je te laisse. Bonjour, bonsoir à tous ceux qui participent dans cette réunion. Je m'appelle Joël, missionnaire clarétien, et j'appartiens à la province clarétienne du Brésil. Et j'aimerais vous présenter et partager avec vous ce matin quelques réalités concernant l'objectif numéro 11 relatif aux villes et communautés durables, dont l'objectif est de faire des villes et des établissements humains des espaces inclusifs, sûrs, résilients et durables. S'agissant d'un objectif aussi important, je vais ici le résumer en trois objectifs qui sont importantes et qui sont liés à certaines activités menées dans notre réalité brésilienne. La première qui vise à garantir l'accès à un logement sûr, convenable et abordable à tous, ainsi qu'aux services de base et à urbaniser les bidonvilles. Et l'objectif qui vise 2030 à réduire de manière significative le nombre de décès et le nombre de personnes touchées par les catastrophes, ainsi que diminuer considérablement les pertes économiques directes qu'ils entraînent en rapport au produit intérieur brut mondial, y compris les catastrophes liées à l'eau, en mettant l'accent sur la protection des personnes pauvres et vulnérables. Et aussi, cet objectif vise à favoriser les relations économiques, sociales, environnementales positives entre les zones urbaines, périurbaines et rurales en renforçant la planification nationale et régionale. Et nous pouvons donc nous poser la question, sur la base de tout cela, et qu'est-ce qu'on fait au Brésil? Qu'est-ce qui fait l'Église au Brésil? Et encore, que fait la congrégation dans ce contexte géographique? Je ne pouvais pas évoquer cet objectif sans aborder ces sujets si importants pour la réalité de l'Église catholique au Brésil, à savoir la campagne de la fraternité. Chaque année, la Conférence nationale des évêques du Brésil choisit un thème social approfondir, méditer, étudier et prier pendant la période du carême. Dans le cadre de la campagne de la fraternité,
qui se déroule tout au long de l'année. Et les thèmes de la campagne de cette année étaient justement la fraternité et le logement. S'inspirant du passage biblique de Jean chapitre 1 verset 14, dans lequel il est venu habiter parmi nous. Ainsi, cette année, toutes les paroisses, toutes les églises, les communautés, tous les chrétiens, mais aussi la société en général, sont invités à réfléchir, à prier et approfondir sur ces thèmes de logement qui touchent la dignité humaine de chaque être humain et qui est déjà présente dans la Bible, tant dans l'Ancien que dans le Nouveau Testament. Quand on pense à l'Ancien Testament, à la Genèse, on se rend compte que Dieu a créé un jardin pour que l'homme y habite. La terre, qui a été donnée par Dieu comme un espace à habiter et à cultiver afin de garantir la dignité humaine et la coexistence avec les autres créatures. Le logement, l'habitation est présent depuis l'époque des nomades et leurs tentes, puis après la sortie d'Égypte, la sédentarisation, au cours de laquelle ils ont établi leur maison. Ainsi, la maison est une notion de lieu de protection, de refuge, de sécurité, de solidarité entre les personnes. Dans le Nouveau Testament, avec la présence de Jésus-Christ, c'est lui qui naît parmi ceux qui n'ont pas de lieu où aller, la maison comme lieu où se tissent les liens interpersonnels de fraternité, d'amitié, de communion. À l'époque de Jésus-Christ, la maison a pris cette signification. Et plus encore, les gens étaient invités à entrer dans les maisons. Jésus-Christ a été invité à entrer dans de nombreuses maisons. C'est là, dans ces maisons, qu'il a enseigné et guérissait. La maison incarne cette fraternité hospitalière qui devient l'église domestique, la ville sainte de l'Apocalypse. Et on constate ainsi que Dieu prend l'initiative de venir habiter au milieu de son peuple. Le logement, la demeure, la maison, c'est un concept qui concerne tous les êtres humains, au point que même Dieu a voulu s'y installer auprès de son peuple. Et cela nous permet également de comprendre la signification du logement. Le logement est l'habitat. Le logement désigne les aspects physiques de la maison, les murs, les pièces, les plafonds, etc. Il peut s'agir d'un logement saisonnier ou à long terme. Quant au logement au sens large, il englobe les logements et d'autres éléments tels que les aspects physiques, les infrastructures, l'assainissement, les questions de valeurs, ainsi que les valeurs relationnelles des individus et des familles, c'est-à-dire le lieu où nous les relations et où s'ancrent les valeurs. Ainsi, s'agissant d'un sujet important et essentiel pour tous les êtres humains, on peut constater qu'il ne s'agit pas d'un problème particulier. Ainsi, lorsque l'on pense à la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, ce thème y est déjà présent. À l'article 25, il apparaît clairement pour tous que tout être humain a droit à un niveau de vie capable d'assurer pour lui-même et sa famille la santé, le bien-être, y compris de la nourriture, les vêtements, le logement,
le soins médicaux, services sociaux indispensables, ainsi que le droit à la sécurité en cas de chômage, de maladie, d'invalidité. Si l'on considère la réalité brésilienne, la Constitution de la République fédérative du Brésil affirme dès ses premiers articles, notamment l'article 6, que l'éducation, la santé, l'alimentation, le travail, le logement, les transports, les loisirs, la sécurité sociale constituent des droits sociaux. Et l'Église mm, est d'accord. Le pape Jean XXIII, dans son encyclique, affirme au paragraphe numéro 11 que lorsque nous nous apprêtons à aborder les droits de l'homme, nous rappelons d'emblée que l'être humain a droit à l'existence, à l'intégrité physique, ainsi qu'aux ressources correspondant au niveau de vie digne. Il s'agit notamment de la nourriture, les vêtements, le logement, du repos, des soins de santé, des services sociaux indispensables. Le logement est lié à la dignité de l'être humain. Et quand, et quand on parle de logement, on parle aussi des familles. La maison, le logement, en tant que lieu de sécurité pour ceux qui n'en ont pas, constitue un problème social qui exige des solutions impliquant l'ensemble de la société. Les pouvoirs publics, leurs responsabilités civiles et sociales, mais aussi l'Église, sont présents pour résoudre ces problèmes sociaux qui font partie de notre réalité et qui nécessitent une solution. Il y a donc quelques idées envisagées pour que cette réalité devienne soluble en toute une solution, en y réfléchissant également en tant que province claretienne du Brésil. Parmi les différents axes d'action de notre province ici au Brésil, l'un d'entre eux est l'Institut Claret, dont la cause est principale est la réduction d'inégalités. Parmi les nombreuses actions menées, toutes ont une mission commune, qui est de contribuer au développement humain intégral et à l'autonomisation des personnes vivant en marge, tant sur le plan géographique qu'existentiel, en vue de la construction d'une société juste, inclusive et solidaire. Son objectif est d'être une organisation de référence dans le respect de la dignité de la vie, le développement intégral des personnes, le renforcement de la citoyenneté et ses valeurs qui sont la solidarité, la liberté, la foi, la justice et le bien commun. En d'autres termes, il s'agit ici de dignité humaine. Tout être humain a le droit de disposer d'un logement digne et sûr. Et l'Institut Claret de la province claretienne du Brésil n'est pas travaille sur ce point pour rendre cela accessible à tous. Parmi les différents axes de travail menés, plusieurs objectifs sont intégrés dans le large éventail d'actions, notamment l'objectif 11. Dans le cadre de cette démarche, nous visons à réduire les inégalités et nous pouvons envisager la lutte contre le racisme environnemental. Et à cet égard, j'aimerais vous présenter brièvement ce concept. Au cœur de la lutte pour un monde plus équitable, l'Institut Claret s'engage à combattre les injustices socio-environnementales. Il est reconnu que les communautés historiquement marginalisées, souvent en raison des facteurs de discrimination raciale, socio-économique et territoriale, sont touchées
de manière disproportionnée par les fléaux qui sont la dégradation de l'environnement, la pollution, le risque climatique. Pour l'Institut, la réduction des inégalités dans ce contexte s'est traduite par une lutte sans concession pour garantir un environnement sain et sûr pour tous, ainsi qu'une répartition équitable qui assure l'équité dans le partage des avantages et des charges environnementaux. Ce travail vise à renforcer la capacité de ces communautés à se protéger, à s'adapter et à jouer un rôle actif dans les décisions qui affectent leur territoire et leur mode de vie. Cela implique de mettre en place des mesures concrètes visant à réduire la vulnérabilité socio-environnementale et atténuer les impacts déjà ressentis. Et réaffirmant que le droit à la vie et à la santé est indissociable d'un environnement intact, équilibré et juste. Et, la solidarité se manifeste par un soutien actif à la défense de ces droits en favorisant un développement humain qui respecte et intègre notre maison commune. Ce concept de racisme environnemental est lié à l'objectif 11, car les personnes jouissant d'une meilleure situation financière possèdent leur logement dans des zones mieux protégées et plus calmes. Quant aux personnes plus défavorisées, ils se trouvent souvent dans des situations précaires, dans des lieux vulnérables, au bord des rivières, montagnes, dans des endroits exposés aux glissements de terrain et aux inondations, des situations qui affectent leur logement et peuvent mettre en danger leur habitat. Et c'est là qu'intervient le travail de l'Institut Claret qui vise à sensibiliser et à aider en mobilisant les moyens nécessaires pour que ces personnes qui se trouvent dans des lieux vulnérables prennent conscience de cette réalité et puissent adapter leur vie et leur logement à des endroits plus sûrs, mieux protégés, afin qu'elles puissent vivre dans des lieux paisibles, propices à un environnement accueillant et digne où il fait bon de vivre. Donc, un autre point qui est également lié à l'objectif 11, c'est que les catastrophes climatiques au Brésil cette année 2026, des alertes sont lancées concernant El Niño, qui pourrait entraîner plusieurs tragédies climatiques, plusieurs catastrophes qui sont annoncées. Et tandis que l'Institut Claret élabore un projet visant à recenser et identifier les personnes en lien avec l'Institut et celles qui bénéficient de nos services, qui fréquentent nos structures. L'objectif, c'est de recenser ces maisons, ces logements, afin qu'elles puissent être protégées et trouver les moyens en sorte qu'elles puissent protéger leurs habitations face à ces catastrophes. Ce sont des voies empruntées pour favoriser la réduction des inégalités. Il s'agit de réduire davantage les inégalités, le logement pour tous les êtres humains, et cela constitue un moyen de réduire les inégalités, car c'est un aspect qui devrait être commun à tous les êtres humains, que chacun dispose d'un logement digne et accueillant où vivre, ce qui favoriserait la réalisation de tous les autres objectifs inscrits à l'agenda 2030, afin de faire en sorte que ce monde soit un lieu pour vivre pour nous et pour les générations futures.
Voici un bref aperçu du contexte et des activités de notre Église catholique au Brésil. Merci beaucoup à tous de votre attention et je vous souhaite une excellente réunion. Merci beaucoup, Père Joël, pour la préparation de cette vidéo pour nous, puisqu'il ne pouvait pas être avec nous aujourd'hui. Ça m'a touché comment la conversation touchait l'objectif 11, mais en même temps, il y avait beaucoup de points communs avec la présentation du Père Prakash. Il, il est passé de parler des gens dans la rue à comment construire de communautés pour des individus qui, qui doivent éprouver les désastres climatiques et les déplacements à cause de cela. Et, et il a parlé aussi des mesures, des prévisions. Évidemment, on peut construire des communautés, mais il y a la responsabilité de prévoir, de voir quelles sont les régions plus vulnérables pour que le poids de, de tout ce qui viendra après soit déjà prévu. Euh, Quelque chose qui m'a beaucoup touché au début de la présentation du Père Joël, quand il nous a parlé de l'article de la Déclaration des droits de l'homme, où le droit au logement, c'est un droit humain, et où l'on est aujourd'hui avec tout ça, entre la Déclaration des droits de l'homme, il y a 80 ans, et comment on a répondu aux besoins de ceux qui n'ont pas une maison, au, au moins une solution durable. Et je pense que quand on va voir euh, en 2030 le résultat des objectifs et du travail fait, il faudra encore travailler. Et les religieux, qui depuis des centaines d'années travaillent en cela, et ça m'a touché aussi qu'il y avait des points communs entre la présentation du Père Prakash et Père Joël, de pouvoir réaliser l'objectif 11. Et pour faire cela, on a besoin de toute la société. C'est pas quelque chose qu'un seul groupe peut réaliser. Un pays comme le Brésil a une législation, au moins dans la législation, et reconnaît qu'il faut faire quelque chose. Mais parfois, les mots qui sont dans les papiers ne peuvent pas passer à l'action. Un autre aspect qui m'a touché, c'est l'image de deux, ceux qui ont présenté, et c'est la personne qui était sur un banc et couvert comme une couverture. Mais nous ne savons pas qui est cette personne. Nous ne savons pas son âge, sa culture, d'où il est, quels sont ses rêves.
Mais chacun de nous peut être cette personne. Et cela souligne encore une fois notre fraternité, parce que ce qui affecte à l'un d'entre nous affecte à tous. Et c'est quelque chose que je porte avec moi pour le reste de ma vie, parce que nous ne savons pas qui est cette personne, mais un jour, nous pourrions être cette personne. Et il est très important que nous continuions avec le service que nous réalisons parce que tout est connecté dans le royaume de Dieu. Maintenant, je voudrais présenter notre troisième conférence, la sœur Rosemary de la congrégation du Sacré-Cœur de Marie du Zimbabwe. Et tu peux corriger ma prononciation si je me suis trompé. Et je suis Rosemary Mwangarezano et tu as bien prononcé. Donc, moi je suis au Zimbabwe et je travaille dans la ville de Harare. Et ce que nous avons fait, c'est l'objectif du développement durable numéro 11, vise à rendre les villes et les établissements humains inclusifs, sûrs, résilients et durables. Zimbabwe reconnaît l'importance d'atteindre cet objectif et a pris des mesures significatives pour respecter l'agenda 2030 du développement durable. Bien que le pays ait élaboré des politiques et stratégies solides pour promouvoir le développement urbain durable, des difficultés économiques ont parfois limité la mise en œuvre complète de ces plans. Mais néanmoins, tant les gouvernements que les autres parties prenantes continuent d'œuvrer à la création de villes plus propres, plus sûres et plus durables, en particulier à Harare, qui est la capitale, et à Bulawayo. L'une des initiatives de Zimbabwe est la Journée nationale du nettoyage qui a lieu le premier vendredi de chaque mois de 8 heures à 10 heures. Ces programmes, menés par le gouvernement, encouragent les citoyens, les entreprises, les écoles, les églises et d'autres organisations à participer au nettoyage de leur environnement. L'Agence de gestion de l'environnement EMA joue un rôle de premier plan dans la promotion de la protection de l'environnement par les biais de campagnes de sensibilisation, de la surveillance de l'environnement et l'application des lois environnementales. Ces efforts encouragent une gestion responsable des déchets et contribuent à un environnement urbain plus propre et un mode de vie plus sain. En
complément des efforts du gouvernement, JICOR s'est efforcé de sensibiliser la population et qu'ils pratiquent pour qu'ils recyclent les déchets. Donc, de séparer le déchet. Et donc, ensuite, le camion vient et met tout ensemble. Mais est-ce que nous avons appris aux enfants à séparer, à trier? Les camions municipaux le ramassent en un seul camion. Et cela nous décourage évidemment. Harare, l'une des principales réalisations du pays, c'est les projets de valorisation énergétique des déchets Géopomona. Ce projet a transformé l'ancienne décharge de Pomona en une installation moderne de gestion des déchets qui traite environ 1000 tonnes de déchets par jour. Outre l'amélioration de la gestion des déchets, l'usine est conçue pour produire entre 16 et 22 mégawatts d'électricité destinée au réseau national. Le projet met également en place des systèmes structurés de collecte des déchets ménagers, contribuant ainsi à améliorer l'assainissement et à réduire la pollution des villes. Voilà, ça c'est Geopomona. Et comme je disais avant, c'est une plante pour traiter les déchets. Et, et voilà, c'était avant et après. Et maintenant, cela nous permet de générer de l'électricité. Donc, c'est une réussite parce que dans le passé, quand on recueillit les déchets, on les mettait, ils allaient à des endroits qui n'étaient pas euh, convenables pour la population. Et maintenant, on a trouvé cette solution de gestion des déchets. Merci, Teresa. Donc, la collaboration entre les agences gouvernementales et les organisations privées a renforcé les efforts du Zimbabwe en vue d'atteindre l'objectif 11. Par exemple, GECOR a collaboré avec la EMA, qui est l'Agence de gestion environnementale, pour organiser des ateliers visant à promouvoir le recyclage de déchets, la préservation de l'environnement. Et un atelier s'est tenu il y a quelques mois en collaboration avec une entreprise privée et les mains, et cette agence environnementale mène également des patrouilles régulières de contrôle et de sécurité dans le quartier central et infligeant des amendes aux particuliers qui jettent des déchets par terre ou aux transporteurs qui ne mettent pas des poubelles à disposition et aux entreprises qui... Ces mesures témoignent de l'engagement du Zimbabwe à faire respecter les politiques environnementales et à promouvoir une gestion urbaine. Harare était autrefois nommée la ville du soleil. Et grâce à ses efforts, et qui sait, peut-être nous retrouverons ces statues.
d'être la ville du soleil. Au niveau communautaire, les organisations comme GECOR continuent de promouvoir la gestion responsable de l'environnement par le biais des programmes éducatifs. Les participants sont encouragés à jeter le déchet de manière appropriée en utilisant des poubelles prévues à cet effet et à planter des arbres. Cette année, nous aurons une célébration des anniversaires et, et nous allons planter des arbres et de telles initiatives à sensibiliser à l'environnement et encouragent les communautés à jouer un rôle actif dans la protection de leur cadre de vie. Et je dois dire aussi que malgré ces évolutions positives, les Zimbabwe restent confrontés à plusieurs défis pour cet objectif 11. L'exode rural rapide a contribué à la prolifération des quartiers informels, tandis que l'accès limité à des logements abordables continue de peser sur les infrastructures urbaines. En plus, les services de collecte des déchets restent irréguliers dans certaines parties des Harare et des Bulawayo. Donc, en conclusion, moi je dirais que le cheminement des Zimbabwe vers la réalisation de l'objectif 11 se poursuit, des progrès significatifs ont été faits, des projets d'infrastructure tels que l'échangeur des Trabablas est fini en 2025 témoignent de l'engagement du pays en faveur d'un développement urbain moderne et résilient. Et associé à une prise de conscience environnementale croissante, à l'amélioration des systèmes de gestion des déchets et au renforcement du partenariat entre le gouvernement, les organisations privées, les églises et les communautés, ces efforts rapprochent le Zimbabwe de la vision des villes inclusives, durables et résilientes pour tous. Je voulais faire un commentaire, je demande des excuses aux interprètes, il n'est pas dans la présentation. Les stratégies de logement, le gouvernement voudrait construire des unités, comme on disait à Toronto, des très très simples pour que tous puissent avoir un toit. Euh, toujours pour arriver à réaliser les objectifs de l'agenda 2030. Merci, sœur Rosemary, pour partager ton expérience de Zimbabwe. Et tu nous as parlé de, de la préparation pour les désastres et tu nous as donné des exemples de l'objectif 11 en action et comment le déchet peuvent se convertir en énergie renouvelable ou améliorer l'assainissement, réduire la pollution. Et tout cela a que voir avec l'objectif 11. Donc, je te remercie de nous avoir donné ce tableau.
Et aussi, tu nous as trouvé du travail de GECOR dans la région. Tu nous as parlé de la collaboration des groupes privés avec le gouvernement au GECOR qui participent dans les écoles locales en donnant une éducation pour que les communautés aient un rôle dans la protection de l'environnement et des conditions de vie, de leur vie, de leur, les conditions de vie de leur ville. Et donc, c'était très bien de voir les ateliers de GECOR et aussi comment on a travaillé pour la conscientisation sur les objectifs du développement durable et comment faire de tout cela une pratique, de le mettre en pratique. Donc, merci de tout. Avant jeudi, je suis la statue qui apparaît. Nous savons qui c'est. La statue s'appelle Jésus et sans toi, créé par un artiste canadien. Merci de me le dire. Peut-être j'étais la seule de la réunion qui ne le savait pas, mais le message de ces statuts, c'est invoquer la compassion à l'égard de tous ceux qui vivent sans un logement. Voilà, aujourd'hui, on a plus de temps pour des commentaires, de questions, des conversations. Et je pense que peut-être vous-même, vous avez une expérience concernant l'objectif 11. Donc, vous pouvez soit lever votre main physique ou employer les menus pour les menus virtuels pour lever la main ou écrire votre question dans le chat. Donc, vous avez la parole. Merci. On a fait référence à l'augmentation de la quantité de personnes qui n'ont pas un logement. Mais qu'est-ce qui a contribué à cette augmentation? Oui, comme je disais, pendant la Coupe du Monde, ils ont fermé des centres qui recevaient beaucoup de personnes, mais aussi toute la politique pour construire de nouvelles maisons est lente. Et donc, quand on demande euh, euh, le, le gouvernement de la province a pris la défense du gouvernement du pays
Et voilà, ça c'est l'une des raisons. Ça veut dire qu'ils ont enlevé les gens qui étaient dans le centre? Oui, c'était près de chez moi. Mais cela a été déclaré comme allant contre le droit de l'homme. Donc, Terence, le micro. Euh, il y a ici deux personnes de Claretien qui veulent partager un commentaire. Merci, Cathy, et à Rosemary, Placage et Joël. Moi, je suis Ferdinand et j'apprécie beaucoup tout ce qui a été dit sur l'objectif 11. Une chose qui m'a beaucoup touchée c'est que on peut beaucoup parler, mais euh, on peut faire des rencontres ici et là, Brésil, Toronto, mais et, il y a d'autres, tout cela nous touche et il y a d'autres besoins essentiels aussi et j'apprécie lorsque Prakash a dit dans sa présentation que le plan des démonstrations à Toronto, c'était pour faire savoir à la classe politique, parce que vous avez répondu à nos préoccupations, parce que c'est justement ce qu'il faut faire dans ce contexte. Et bonjour tous, I am je suis Stephen, je viens de la Chine. Je voulais dire, sur l'objectif 11, et je viens de la Chine, euh, 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 on vit une situation actuelle politique avec Donald Trump qui, qui voudrait faire une guerre à la Chine. Et il y a là comme un dilemme. Mais si nous ne continuons pas
à produire tout ce que nous produisons, il y a beaucoup de gens qui vont rester sans travail. Rosemary nous a parlé de la Chine, la, sur le triage et que le camion met tout ensemble. Et en Zimbabwe aussi. Et comment faire pour que les gens changent leur manière de penser? C'est comme s'il y avait un cercle qui n'est pas résolu. C'est pas parce que je suis plus riche que tu dois être plus pauvre. Merci de ton commentaire. Tout ce que tu as dit est très important et tout est interconnecté et il faut donner une réponse. Comme on disait avant, le, et avoir un logement a été reconnu comme un droit humain il y a 80 ans. Et nous voilà aujourd'hui en répétant que cela est un droit. Mais il y a tellement d'aspects de la question. Comme tu as dit, c'est pas blanc et noir. Et nous avons commencé aujourd'hui avec Prakash en disant qu'il ne devrait pas avoir une décision sans notre participation. Et donc, moi, je ne pense pas que ce soit une question de que en 45, la Déclaration des droits de l'homme ont été signée. Euh, Moi, je crois que et on fait des progrès, mais il y a beaucoup d'éléments, mais il faut la participation de tous. Comme Teresa dit souvent, les, les objectifs du développement durable sont, euh, sont vraiment le règne de Dieu sur la terre. Et il pourrait être comme un langage séculier pour parler de la cité de Dieu sur la terre. Et nous faisons de progrès, mais c'est des sujets très compliqués et il faut récalibrer nos interventions pour pouvoir trouver une solution ou être plus près de la solution. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou réflexions que vous voulez partager? On parlait de la statue de Jésus et, et c'est un artiste canadien et, et ça se trouve à Piazza San Pietro. Et je le dis parce que lorsque la statue a été faite, on ne voulait pas la placer devant la cathédrale
et le collège jésuite et a décidé de la mettre là. Et ensuite, ça se trouve dans d'autres lieux de Rome. Merci, je voulais ajouter cela. Ferdinand, très bien. La présentation de sœur Rosemary, ce qu'elle a dit sur les les triages. Nous avions la même chose en Norvège. Nous, nous faisions les triages et puis le, c'était mêlé dans le camion. Mais il y a eu un moment où la commune s'est rendu compte que séparer les déchets était plus avantageux que tout mêler. Donc, ça veut dire qu'il y a des moyens de sortir des problèmes à l'intérieur du capitalisme. Il faut baisser la main. Oui. Catherine, je suis religieuse du Sacré-Cœur de Marie à Los Angeles. J'appréciais beaucoup les trois présentations. Prakash et m'encourageait beaucoup pour voir le l'engagement qu'on peut avoir auprès du gouvernement. Et nous pouvons apprendre de vous comme voisins. Et ensuite, Joël qui n'est pas ici, moi j'ai vécu au Brésil et donc j'aime beaucoup cette réalité et je suis impressionné par l'Église et cette campagne de fraternité et solidarité et aussi le cadre euh, biblique qu'il nous a offert sur le logement et c'était très très beau. Et finalement, de la part de Rosemary, qui est ma sœur, euh, et donc je suis contente qu'il a présenté sa conférence ici. Pour nos sœurs, le triage est un défi, et je suis contente d'écouter qu'il y a un progrès dans ce domaine, mais en même temps, c'est très beau de voir comment ces déchets peuvent être transformés en énergie. Employer la technologie pour des sources alternatives d'énergie. Donc, je remercie beaucoup ces présentations et c'est là, je me sens fier de voir ce que l'Église fait par rapport à l'agenda 2030. Merci, Cathy. Et nous avons parlé déjà beaucoup de l'interconnexion entre tous ces objectifs. Je vois que la main de Margaret Morilly est
Oui, aussi, je voulais remercier à tous et partager un commentaire sur l'inclusivité. On a participé au forum de haut niveau politique. Il y avait une session sur l'objectif 11 qui était très touchant. J'étais touché par le fait que le ville doivent, a- doivent chercher l'inclusivité parce que parfois les villes ne répondent à ces besoins et, et les gouvernements doivent planifier considérant le besoin des jeunes, des femmes et et toutes, tous les besoins, qu'il faut considérer tous les besoins. Et nous sommes maintenant en train de parler de l'inclusivité parce que tous, nous devons avoir notre place et que les besoins des personnes qui vont vivre dans ces villes sont très importants. Merci. Maintenant, c'est Elga. Merci au Père Prakash pour sa présentation et aux deux autres aussi. Mais je me rappelais quand je l'écoutais et quand on a fait sortir aux gens de ces centres et à cause de la Coupe du Monde et dans les nouvelles ici, même on en a parlé. Et les gens pauvres sont, sont jetés lorsque les riches ont besoin de quelque chose. Parce qu'en Norvège aussi, on a des gens pauvres, et spécialement à Oslo. On a construit des refuges pour des personnes qui sont dans la drogue, pour qu'ils puissent avoir des lieux sûrs au moins, même pour quand ils tombent dans l'overdose. Et donc, comme disait le Prakash, je pense que et qu'est-ce que nous pouvons faire pour ces gens sans logement pour que leurs conditions puissent s'améliorer? Et donc, merci beaucoup, Père Prakash, pour votre encouragement et inspiration. Merci beaucoup. Merci beaucoup aussi, Elga, pour votre commentaire. Il y a différentes manières de s'impliquer pour faire quelque chose pour les personnes qui n'ont pas un logement. Et j'ai un ami ici et qui travaille dans ce qu'il appelle le ministère de la Présence
et il appelle son groupe les Amis de la rue. Et chaque mois, il dit, il va dans la rue, et parce qu'il dit que l'église n'est pas dans la rue. Et surtout le mercredi, il, il va et dit, si vous voulez parler, je suis disponible. Et c'est un ministère et très inspirateur. Voilà un livre, je ne sais pas si on le voit. Ah oui, parce que je, vais, je suis en train de faire pour que vous puissiez le voir. Voilà, oui, on le voit maintenant. L'église de la rue, euh, ministère de présence, c'est le deuxième volume, hein. Il raconte des histoires qu'il a rencontrées dans la rue. Il change le nom, mais une autre chose que je voulais dire, et sur ce que nous faisons, nous avons un programme qui s'appelle Retraite dans la rue. Nous encourageons les jeunes et d'autres personnes parce que notre église est près du centre de la ville. Mais si tu sors un peu, tu vois des gens qui sont dans la rue, qui vendent de la drogue. Et ce que nous faisons, nous demandons aux gens de venir euh, et parler un peu et ensuite nous les envoyons dans la rue. Et alors ces gens sont formés et vont aussi dans la rue. Et quand ils reviennent, on a un processus pour qu'ils puissent poser des questions et ils réalisent que les gens de la rue sont des gens comme nous. Et une autre chose, une autre suggestion, nous avons commencé le ministère de la présence avec un groupe et des, avec des différentes confessions et religions. On s'est réunis pour distribuer de la nourriture et les gens peuvent manger et on peut interagir avec ces gens. Et finalement, on se rend compte que que la nourriture n'est pas l'important parce que ces gens-là, à la fin, savent où vont trouver de la nourriture. Mais c'est la question, c'est d'établir un dialogue. Et si tu le fais avec seulement l'un d'entre eux, voilà que ça vaut la peine. Moi, je suis vraiment ébloui de toutes les activités que vous faites comme réponse à cet objectif 11. Et aussi, si je voulais dire aux participants et que nous avons mis là dans le chat ta présentation sur le gens dans la rue au Canada.
Peut-être je parle beaucoup, mais puisqu'on ne parle pas, je voulais demander, et donc, après avoir montré tout ceci, nous sommes en train de penser aux élections d'octobre et mm, nous voulons parler avec les personnes qui se présentent et pour justement montrer comme la situation du logement est un vrai problème. C'est une question euh, très importante parce que justement, c'est ce que GECOR veut faire, donc de mettre en connexion des personnes, des personnes qui travaillent dans des domaines semblables, et c'est ce que nous faisons aux Nations Unies. Et il y a deux résolutions des Nations Unies sur les personnes de la rue, ceux qui n'ont pas un logement. Et nous pouvons parler avec notre gouvernement pour qu'ils prennent cela au sérieux. Et, et nous participons aussi dans, un groupe qui s'appelle ONG sur les personnes euh, sans fixe demeure ou sans toit. Peut-être si on se met en contact avec toi, euh, nous allons nous mettre en contact avec toi. Mais et c'est ouvert à tous si vous voulez partager des expériences avec Prakash. Je me souviens, oui, rappelez, demande-lui de me mettre dans la liste de mails. En général, nous travaillons dans les Nations Unies et, et mais c'est sûr qu'on va se mettre en contact avec toi. Merci. Je voulais ajouter quelque chose qui peut-être répond à ce que tu disais, Prakash, et qui est une invitation à nous tous aussi réunis ici. Il faut se rappeler de le rôle important de leadership spirituel dans, dans la transformation économique, sociale, environnementale. Ceux qui ont été dans le programme de GECOR ont déjà entendu ceci, mais, mais je continue, alors que nous faisons notre travail au niveau des Nations Unies, je me rappelle à moi-même la, les aspects spirituels de notre travail, qui est dans son essence changer les cœurs et les esprits et nous rappeler nous-mêmes de ce qui est essentiel et quelle est la vraie richesse. Et je le dis comme réponse
aux commentaires. Je crois que c'était Steven, et le séminariste, qui nous parlait de nous trouver, de nous trouver dans un cercle vicieux et que les bien-être économiques dépend donc, qui crée les déchets. Moi, je crois que toute économie crée des travaux, des postes de travail, et en même temps, il, il y a beaucoup de choses qui doivent être faites et parfois, il semble qu'il n'y a pas de ressources comme le logement, justement, ou gérer bien le, les triages de déchets dans les villes. Moi, je crois que nos défis sont une question de priorité et, la volonté politique pour créer le changement et pour faire les choses qu'il faut faire et pas seulement créer le travail pour le travail. Et quand on établit des priorités, moi je crois qu'une communauté spirituelle a un rôle essentiel à jouer pour ouvrir le cœur et pour que tous nos espaces, euh, paroisses, écoles, etc., soient des espaces pour l'éducation dans beaucoup de niveaux. Parce que je crois que tous peuvent reconnaître que la santé, l'éducation, l'environnement, le bien-être spirituel est interconnecté et tout cela fait que nous pouvons intégrer des esprits et des rares dans notre cause et que nous allons trouver une nouvelle énergie, même quand on voit qu'il y a des portes qui se ferment ou des oreilles qui se ferment. C'est un commentaire général sur comment contribuer aux différentes causes, spécialement dans cette communauté où l'on a un pouvoir qui est l'accès aux gens. Et ça, c'est très, très, très fort d'avoir cette possibilité. Et pour continuer sur cet élément spirituel, puisque nous avons encore quelques minutes, peut-être on va conclure avec une prière. Vous allez la voir sur l'écran et si vous voulez nous aider comme des volontaires, chaque diapositive est écrite dans les 4 langues et donc j'invite les participants à lire les pétitions et on voit les traductions par écrit. Donc, on va pas les lire. This we know. We do not weave the web of life, but rather we are woven into the beloved earth community. Earth and her dwelling place are God's, and we are called to make them inclusive and supportive to all.
Esto lo sabemos. Todas las personas tienen derecho a un medio ambiente limpio y saludable. La tierra y sus moradas pertenecen a Dios, por lo que debemos conservarlas como espacios sagrados. This we know, whatever befalls the cities of earth, befalls all who dwell there. Earth and her dwelling places are God's. So we are called to make them safe, resilient, and sustainable. We give you thanks, O God, for being present with us where we dwell. You call us together in your love to be one family. May this inspire us out of patterns of coexistence into celebrations of community. Que hagamos intencionadamente que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles, utilizando nuestros espacios vitales como herramienta para promover tu promesa de pertenencia. Give us the wisdom to plan for safe and sustainable cities. Make us rich in community builders and generous neighbors. Inspira as pessoas de fé a procurarem o bem-estar das cidades onde vivem e a procurarem a tua paz e a tua presença nessas cidades. Amém. Amen. Merci de nouveau à tous pour être avec nous, Sœur Rosemary, Prakash, Frère Joël. Merci pour partager votre expérience et le temps et la sagesse que vous avez mis dans votre présentation. Merci à ceux qui sont, à nos interprètes, qui sont derrière la scène et qui nous rendent possible la communication. Et merci à Teresa qui nous a aidés avec la présentation. On se rencontre de nouveau demain pour la dernière session du laboratoire. On va se concentrer sur l'objectif 17 de la partenariat pour les objectifs. Je vous souhaite une bonne continuation de journée et on se rencontre demain. Merci.